podcast. Affaire Simone Weber, épisode 6. Dans l'arène des assises. Le 17 janvier 1991, 6 ans après la disparition de Bernard Etier, s'ouvre le procès de Simone Weber à la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, à Nancy. Coïncidence de l'histoire, c'est le même jour que débute l'opération Tempête du désert, la phase de combat militaire de la guerre du Golfe. Et c'est très exactement le même jour aussi que l'un et l'autre événement s'achèveront, le 28 février 1991. Dans ce contexte international très tendu, le spectacle médiatique de l'affaire Simone Weber fait un peu diversion. Elle y gagnera même un nouveau surnom dans la presse, l'Exocet. Simone, prompte à la réaction et à la vindicte, est comparée à un missile. Est-elle aussi fatale ? Telle est la question. Pour les drames dont elle est présumée coupable, Simone Weber sera jugée par un jury populaire. Mais avant même que les débats ne commencent, Simone tient à diriger les opérations qui la concernent, notamment pour la composition de ce jury. Le président de la cour d'assises tire au sort les jurés lors de la constitution du jury. Les avocats de la défense ont la possibilité de récuser 4 jurés au fur et à mesure du tirage au sort. L'avocat général peut quant à lui en récuser 3. Ni les uns ni les autres n'ont à exposer les motifs de leur récusation. Au bout du compte, le jury sera composé des 6 premiers citoyens non refusés par chacune des parties. Pendant le procès, ils siégeront aux côtés de 3 magistrats, un président et 2 assesseurs. Mais Simone bouleverse déjà les us et coutumes des assises. Elle s'impose immédiatement lors de cette procédure, sans même demander leur avis à ses défenseurs. François Foucard, chroniqueur judiciaire pour France Inter, suivra l'ensemble du procès. Voilà comment il décrit la posture de Simone le 18 janvier 1991. C'est bien simple, Simone préside. Depuis 2 jours et avant d'entrer vraiment dans le débat, elle est là, souveraine, habillée du blanc de l'innocence, ou bien en manteau, assise au bord du box, un peu comme une caissière qui surveille la boutique, le cheveu ondulé, souriante avec complaisance, ou bien l'œil bleu fulgurant pour les gens qu'elle n'aime pas, et il y en a pas mal. Elle a un gros dossier devant elle, prend note de tout, dialogue avec le président, tire ses avocats par la manche, intervient pour la liste des témoins qu'elle connaît mieux que le procureur, et surtout dès hier, c'est elle, et non pas son avocat, qui a décidé des récusations de jurés. Attentive, elle disait alors non, d'un ton sec, généralement des femmes de son âge. Simone est une grande comédienne, et tout cela doit durer jusqu'à fin février. Le procès de Simone Weber, c'est d'abord celui d'une sacrée personnalité. Elle intervient à tout bout de champ dans les débats, ravie de pouvoir enfin prendre la parole. Après avoir piaffé d'impatience pendant presque 5 ans d'une instruction confidentielle, elle va pouvoir s'exprimer devant un large public. Car en plein hiver lorrain, on se bouscule devant le palais de justice pour la voir et l'entendre. Passé l'énoncé des charges qui pèsent contre elle, de meurtre et de multiples infractions, sa personnalité est brièvement décryptée par des experts, contre lesquels Simone ne se prive pas de vitupérer, malgré les constants rappels aux usages faits par le président de la Cour, Nicolas Pacaud. Le 22 janvier 1991, François Foucard résume son attitude lors de cette première semaine d'audience. Le président s'adresse à elle avec beaucoup de grâce. L'avocat général ne dit rien, les parties civiles ne se risquent pas trop et pourtant Simone n'est jamais contente. Ainsi, un enquêteur de personnalité qui estime qu'elle est rusée, déroutante et qu'elle a été une habile faussaire se fait vite remettre en place. Un psychiatre estime qu'elle est intelligente, peu émotive mais revendicative. Ma souffrance est intérieure, dit Simone. Très maîtresse d'elle-même. Tout qualificatif assez anodin. Mais pour l'accusée, et du ton pincé d'une dame bien élevée excédée, ces
messieurs enregistrent ce qu'ils veulent, selon leur bon plaisir. En tout cas, celui qu'elle déteste, c'est le psychologue, qu'elle avait aimablement traité de pourriture. Simone, qui croit au spiritisme, ne croit pas à la psychologie. Pourtant, ce que dit l'expert est bien intéressant. Quand il voit en elle une personne avec des sentiments intenses et contradictoires, pour qui tout est rapport de force, parce qu'elle pense que les autres la détestent. Une sorte de persécutée, persécutrice. À cette atmosphère délétère s'ajoute le récit du quotidien de Simone et de ses petits arrangements avec la légalité. Le président l'interroge sur son attirail de faussaire, mais elle minimise systématiquement sa responsabilité, continue de relater François Foucard sur France Inter le 24 janvier 1991. Des employés de mairie, de dispensaires continuent à défiler pour la collection de tampons que l'accusé avait cachés, soit dans un boîtier de télévision, soit dans une cocotte minute. Vous prétendez, dit le président, que ces tampons officiels ou ces timbres humides vous ont été prêtés, ils ont été dérobés. Vous ne trouvez pas que c'est un vol, au moins une indélicatesse ? Oh, une indélicatesse si on veut. Avec tout ce qu'on voit de nos jours, faux passeports, milliards envolés, fausses factures, moi au moins je n'ai rien volé. Ces tampons n'étaient qu'un tremplin pour arranger mes affaires et d'ailleurs, je ne m'en suis guère servi. Simone donc reconnaît qu'elle pique, si le terme vol gêne. Il faut bien reconnaître aussi qu'elle ment. Passé ce descriptif houleux du caractère et du mode de vie de Simone, les principaux acteurs de son passé se succèdent, formant un défilé tout aussi tumultueux. On découvre ainsi que Simone Weber a spolié ses 4 frères et sœurs de leur héritage paternel. Nicole, sa sœur aînée, est très remontée contre Simone. Le 26 janvier 1991, François Foucard rapproche ce témoignage des faits reprochés à Simone dans le dossier Fixart. La vente de la maison paternelle, occasion pour Simone d'escroquer ses frères et sœurs, n'est pas dans l'accusation, mais elle pouvait être une répétition au faux testament de la maison Fixart et surtout, elle donne l'occasion de vérifier quelle joyeuse famille était la famille Weber. Voici l'une de ses sœurs, Nicole, 63 ans. Je ne fréquentais pas Simone. Elle était menteuse et méchante. Elle a voulu garder la maison soi-disant en mémoire de papa. En fait, elle l'a fait raser pour faire des terrains à bâtir. Moi, je n'ai touché que 5300 francs. Et notre frère Jacques, rien du tout, puisque c'est un autre que lui qui a signé chez le notaire. C'est un homme qui est venu. Lequel ? Oh, il y en a eu tellement dans la vie de Simone. Mais moi, je n'ai pas de nimosité pour elle, mais si je voulais la charger, j'en aurais pour 8 jours. Bien entendu, Simone riposte. Des monstruosités, une femme méchante. Elle mettait son fils dans une cage à lapins. Et je n'ai pas reçu de faire part. Et elle n'est pas venue à l'enterrement, etc., etc. C'est simple, dans cette affaire, il n'est question que de santé mauvaise et d'enterrement. Pourquoi Simone Weber aurait-elle pu vouloir la mort de son dernier mari ? Le mobile est assez simple à déduire. L'argent. C'est d'ailleurs sur cet aspect que se concentre le journal de 13 heures de France Inter du 29 janvier 1991. Les faux testaments, les fausses identités, les fausses déclarations, la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle a décidément bien du mal à distinguer le vrai du faux dans les déclarations de Simone Weber. Et elle n'a pas trop des explications des spécialistes, François Foucard. Oui, un expert, M. Loïc Le Ribot, directeur du laboratoire CARM, et un témoin, inspecteur de police, sont venus confirmer qu'après examen, il y a bien plusieurs faux fabriqués par Simone Weber. Son propre acte de naissance, afin de se vieillir, dans le but de percevoir la pension de reconversion de M. Fixart, 2 fausses signatures du vieux monsieur, acte de mariage et acte de vente de sa maison, ce qui prouve qu'il y a eu à chaque fois un figurant. Enfin, le testament bricolé à l'aide d'un opacifiant, c'est-à-dire d'une gouache, et d'une photocopieuse pour passer de « je lègue à mon neveu » à « je lègue à mon épouse ». Simone ne reconnaît pas les fausses signatures, mais elle reconnaît, bien obligé, le faux testament. Au fond, la tactique, c'est de reconnaître les petites choses pour mieux nier ensuite les graves accusations. La Cour continue d'évoquer l'empoisonnement présumé de Marcel Fixart. L'hypothèse du bouillon de 11 heures que Simone lui aurait fait prendre a été examinée par les experts toxicologues. Le 31 janvier 1991, François Foucard relate ce point crucial. Simone s'intéresse éventuellement à la santé des autres et énormément à la sienne. Elle est sans doute hypocondriaque et se repère dans la vie en fonction de ses maladies. Attendez, Monsieur le Président, c'était à ma première, non, à ma seconde pleurésie.
En traficotant sur des faux tampons ou des ordonnances arrangées, elle se procurait ainsi des quantités d'hypnotiques, de somnifères, d'antalgiques, etc. Par exemple, de la digitaline, qui est un fort tonicardiaque. Mais, précise-t-elle, je ne m'en suis pas finalement servi. En tout cas, le professeur Rudler, directeur du laboratoire de police scientifique à la préfecture, est venu dire « J'ai examiné du poumon, du foie, des viscères de M. Fixard, le tout en putréfaction, pas une trace de digitaline malheureusement. » Ce « malheureusement » fait bondir la défense. Et Mme Rudler s'explique. Oh, je veux simplement dire que 5 ans après, c'est trop tard pour retrouver, car les molécules ont disparu, la moindre trace de digitaline, s'il y en a eu. C'est une substance qui s'efface très vite. L'absence de poison dans les viscères examinés fait pencher la balance en faveur de Simone. Elle s'empresse de saisir cette occasion pour nier farouchement avoir lorgné la fortune de Marcel Fixard. Mais de nombreux éléments continuent d'accabler l'accusé, comme le chroniqueur de France Inter le rapporte le 2 février suivant. En effet, l'accusé était à l'époque couverte de dettes et 1 mois après la disparition du vieux monsieur, la plupart de ses dettes étaient réglées. Bien entendu, Simone ne l'entend pas ainsi. Ma situation financière n'a rien à voir avec la mort de monsieur Fixard. Et je ne suis pas de ceux qui iraient tuer des gens pour 10 ou 20 000 francs. D'ailleurs, je ne suis pas une femme d'argent. On s'est bien gardé d'aborder cela pendant l'instruction. Et elle fait dévier le sujet. Inadmissible, Gestapo, et même à tout hasard, ça fait toujours bien, on a traité papa de fuyard alors qu'il était dans la résistance. Alors, comment a-t-elle réglé ses dettes? De l'argent donné par maman, à nouveau, et gagné au tiercé. 35 000 francs en liquide. Enfin, on aborde l'affaire de la digitaline avec des précautions inouïes pour confirmer ce que l'on sait déjà. Il y avait sur l'ordonnancier de la pharmacie 2 boîtes de digitaline et on en a retrouvé une, où est l'autre, qui contenait 40 comprimés. On ne m'en a délivré qu'une, affirme Simone, et ce sont des comprimés. Alors, si on n'y croit pas, dans la soupe, le café, ou bien rien du tout, le père Fixard est mort, comme ça. On ne saura jamais, même si les charges semblent lourdes. La suite des débats va se détourner de ce dossier décidément plein d'incertitudes, pour s'orienter sur le cœur de l'affaire, le meurtre présumé de Bernard Etier. Dans le prochain épisode, nous découvrirons une Simone redoutable, d'autant plus dangereuse qu'elle est encline à considérer tous les hommes comme des ennemis, y compris ses propres avocats.